Le jour où les médecins m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit que mon cœur avait 33 ans de moins que moi, je n'ai pas su quoi répondre. Je m'appelle Marcel, j'ai 88 ans, et ce matin-là à l'hôpital, quelque chose a changé dans ma façon de voir toute ma vie passée. Mais pour comprendre pourquoi ces mots m'ont touché aussi profondément, il faut que je vous raconte comment j'en suis arrivé là, parce que la réponse n'est pas celle que vous croyez. Ce n'était pas un matin ordinaire. C'était un mardi de novembre, il y a un peu plus de 2 ans, et je me souviens du ciel ce jour-là, gris et bas, comme un plafond qu'on aurait abaissé pendant la nuit. Ma fille Isabelle m'avait appelé la veille pour me dire qu'elle passerait me voir dans l'après-midi. Je lui avais dit que j'allais bien, comme je dis toujours. C'est une habitude qu'on prend avec l'âge, cette façon de minimiser les choses pour ne pas inquiéter ceux qu'on aime. Mais en raccrochant le téléphone, j'avais senti quelque chose d'inhabituel, une lourdeur dans la poitrine, pas une douleur franche, plutôt une pression diffuse, comme si quelqu'un avait posé une main à plat sur mon sternum et appuyait doucement mais continuellement. J'avais d'abord mis ça sur le compte de la fatigue. À 88 ans, on s'habitue à interpréter chaque signal du corps avec une sorte de négociation intérieure. On se dit que ça va passer, qu'on a déjà ressenti des choses semblables, qu'on est encore debout et que ça compte. Mais cette fois-là, quelque chose m'a retenu d'aller me coucher comme d'habitude. Je me suis assis dans mon fauteuil, celui qui est près de la fenêtre du salon, et j'ai regardé le jardin un long moment. Les feuilles mortes s'étaient accumulées contre le muret du fond. Je me suis souvenu que mon fils Thomas m'avait proposé de venir les ramasser le week-end suivant. J'avais refusé en lui disant que je m'en occuperais moi-même. Peut-être que c'est ça qui m'a décidé à appeler le SAMU, cette pensée absurde que, si je ne faisais rien, je n'aurais plus l'occasion de râler contre Thomas qui ramasse les feuilles sans faire attention aux bulbes que j'ai plantés le long du mur. Les secouristes sont arrivés en moins de 12 minutes. Je l'ai regardé sur ma montre parce que j'ai toujours eu ce réflexe de noter les durées, une vieille manie d'ingénieur qui ne m'a jamais quitté. Ils étaient deux, une jeune femme et un homme d'une quarantaine d'années, et ils m'ont tout de suite mis à l'aise avec cette façon de faire les choses calmement, sans dramatiser, sans me faire sentir que j'étais un vieillard qui causait des problèmes. Ils ont fait un électrocardiogramme sur place, m'ont posé des questions, ont échangé quelques mots entre eux que je n'ai pas tous saisis, et ils ont décidé de me transporter à l'hôpital pour des examens complémentaires. Dans l'ambulance, couché sur le brancard, avec les lumières du plafond qui défilaient au-dessus de moi, j'ai pensé à ma femme Suzanne. Ça fait 11 ans qu'elle est partie. 11 ans, et il y a encore des moments où je tourne la tête pour lui dire quelque chose et où l'absence me surprend comme au premier jour. Je me suis demandé ce qu'elle aurait dit ce soir-là. Elle avait cette façon de prendre mes mains dans les siennes quand j'étais inquiet, sans dire un mot, juste cette pression ferme et chaude qui signifiait qu'elle était là et que ça suffirait. Dans l'ambulance, j'ai serré mes propres mains l'une contre l'autre, et c'est une chose que je n'avais jamais faite avant. À l'hôpital, on m'a installé dans un couloir d'abord, puis dans une salle d'observation. Les gens qui passent dans ces couloirs la nuit ont tous ce même regard légèrement absent, cette concentration tournée vers l'intérieur. Personne ne se regarde vraiment. Chacun est dans sa propre histoire. Une infirmière m'a apporté une couverture supplémentaire sans que je le demande, et ce geste simple m'a ému d'une façon que je ne m'explique pas encore totalement. Il y a des petites attentions qui touchent différemment quand on a 88 ans et qu'on est seul dans un lit d'hôpital la nuit. Les examens se sont succédés. Prise de sang, nouveau tracé cardiaque, échographie. Le cardiologue qui me suivait s'appelait le docteur Ferrara, un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes à monture fine
et une façon de parler qui mêlait la précision médicale à une vraie chaleur humaine. Il est venu me voir le lendemain matin après avoir eu tous les résultats. Il s'est assis sur le bord de ma chaise, pas sur le siège habituel des visiteurs, mais sur le rebord, comme quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire long, mais qui veut quand même être proche. Et il a regardé mon dossier un moment avant de relever les yeux vers moi. Il m'a dit « Marcel, je vous dois une explication, mais aussi, je crois, un compliment. Vos artères coronaires sont dans un état remarquable. Votre cœur se contracte bien, les valves fonctionnent correctement, les parois sont saines. Sur la base de ce que je vois sur vos examens, si je ne connaissais pas votre âge, je vous donnerais entre 50 et 60 ans. » Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes, et lui non plus. Puis je lui ai demandé « Est-ce que ça veut dire que je vais bien ?» Il a souri et m'a répondu « Ça veut dire que vous êtes allé bien pendant longtemps et que ça se voit. » Ce n'était pas ce que je m'étais attendu à entendre. J'étais venu à l'hôpital avec la pression dans la poitrine et une vague peur du fond, cette peur qu'on n'avoue pas à voix haute, mais qu'on porte avec soi à partir d'un certain âge, et je repartais avec quelque chose qui ressemblait à une récompense, mais dont je ne savais pas encore quoi faire. Isabelle est arrivée ce matin-là, juste après le docteur Ferrara. Elle avait les yeux de quelqu'un qui a peu dormi, et elle m'a regardé avec ce mélange de soulagement et de reproche affectueux que seuls les enfants peuvent avoir pour leurs parents. Elle m'a dit « Papa, pourquoi tu ne m'as pas appelé hier soir ?» Et je lui ai répondu honnêtement « Parce que je voulais d'abord savoir ce que j'avais avant de vous inquiéter. » Ce n'était pas tout à fait vrai. La vraie raison, c'est que j'avais peur, et que la peur, à mon âge, on préfère la traverser seul au moins une première fois pour voir si on en est encore capable. C'est là, à ce moment précis de la conversation avec Isabelle, que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à quelque chose que j'avais jusqu'alors rangé dans la catégorie des coïncidences heureuses. Parce que le cœur d'un homme de 55 ans dans un corps de 88 ans, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit, ou plutôt ça se préserve, souvent sans même qu'on en ait conscience sur le moment. Je veux bien ici faire une toute petite parenthèse, si vous me le permettez. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, peut-être que c'est le moment, parce que ces histoires, je les raconte une à une et je ne voudrais pas que vous en manquiez une. Et si ce que je vous dis vous touche, un petit pouce en l'air m'aide vraiment à continuer. Et puis, je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, un cœur en bonne santé à mon âge, c'est surtout une question de mode de vie, auquel cas laissez le mot « habitude » dans les commentaires, ou est-ce que vous pensez que c'est surtout une question de chance et de génétique, auquel cas laissez le mot « destin ». Je lis tout, vraiment. Mais revenons à ce que je vous racontais. J'ai commencé à passer en revue ma vie, non pas de façon nostalgique ou mélancolique, mais presque cliniquement, comme un ingénieur qui analyse un système qui a bien fonctionné et cherche à comprendre pourquoi. Et ce que j'ai trouvé en faisant cet exercice n'était pas une liste de bonnes pratiques médicales, pas du tout. C'était une série de choix que j'avais faits pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ma santé, mais qui avaient fini par la définir malgré tout. Je n'ai jamais fumé, mais pas parce que j'avais décidé de prendre soin de mon cœur. J'avais essayé une cigarette à 19 ans dans la cour de l'usine où je faisais mon premier stage, et l'odeur m'avait tellement déplu que je n'avais jamais recommencé. C'est tout. Pas de volonté héroïque, pas de décision morale, juste une aversion olfactive qui s'est avérée, 69 ans plus tard, un cadeau involontaire fait à mes artères. J'ai marché toute ma vie. Pas pour faire du sport, pas pour remplir un quota d'activité physique. Je marche parce que depuis que j'ai 20 ans,
j'ai du mal à rester assis plus d'1 heure sans ressentir une agitation intérieure qui me pousse à bouger. Quand je travaillais comme ingénieur dans une grande entreprise de construction, mes collègues se moquaient gentiment de moi parce que je prenais les escaliers, parce que je préférais aller déjeuner à pied dans un restaurant à 20 minutes plutôt que de prendre la voiture pour aller dans un autre à 5 minutes. Pendant des années, j'ai marché au minimum 1 heure par jour, souvent 2, parfois plus le week-end, quand Suzanne et moi partions en balade. Aujourd'hui encore, à 88 ans, je marche 30 à 40 minutes chaque matin, au même rythme, dans les mêmes rues, en regardant les mêmes façades changer avec les saisons. Mais ce n'est pas seulement les habitudes physiques. Et c'est là que ça devient plus intéressant, je crois. Parce qu'il y a quelque chose dans ma vie que j'ai toujours cultivé sans en mesurer l'importance et que je comprends aujourd'hui différemment. J'ai passé ma vie à m'intéresser aux choses. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est plus profond que ça en a l'air. Je veux dire que je n'ai jamais cessé d'apprendre. Pas à l'école, pas dans les livres uniquement, mais dans tout. Je me souviens que quand mes enfants étaient petits, j'avais décidé d'apprendre à faire du pain. Pas parce qu'on manquait de boulangerie dans le quartier, mais parce que ça m'intriguait, ce processus de fermentation, cette alchimie entre la farine, l'eau, le levain et le temps. J'ai raté mes 15 premières fournées. Suzanne me regardait sortir des pains plats ou des pains qui ressemblaient à des briques avec une patience remarquable. Et puis un jour, ça a marché, et j'ai compris quelque chose sur la façon dont le gluten se forme, et cette compréhension m'a rendu heureux d'une façon que je n'aurais pas su expliquer à l'époque. C'est cette curiosité-là, ce plaisir de comprendre les choses, que je considère aujourd'hui comme l'un des piliers de ma santé. Pas parce que j'ai lu des études là-dessus, même si elles existent et que le docteur Ferrara m'en a parlé par la suite, mais parce que je le ressens dans mon propre corps. Quand on a quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on veut encore voir, encore apprendre, encore comprendre, on se lève le matin avec une intention. Et cette intention, elle fait quelque chose dans l'organisme que les médicaments ne peuvent pas tout à fait reproduire. Après la mort de Suzanne, j'ai failli perdre cette curiosité. Ce serait faux de dire que ça s'est passé autrement. Les 2 premières années après son départ, j'ai vécu dans une sorte de brouillard qui n'était pas exactement la tristesse, ou pas seulement ça, mais plutôt l'absence de raison d'être attentif. Suzanne était la première personne à qui je racontais les choses que j'avais apprises dans la journée. Elle n'était pas ingénieure, elle était institutrice. Et elle avait cette capacité que beaucoup d'enseignants ont de rendre les questions des autres dignes d'intérêt, même quand elles ne la concernaient pas directement. Quand je lui expliquais quelque chose que je venais de lire ou de comprendre, son écoute me donnait l'impression que ça valait la peine d'avoir appris. Sans elle, pendant ces 2 premières années, j'ai cessé de m'intéresser aux choses. Pas complètement, mais suffisamment pour que ce soit notable. C'est Thomas qui m'a sorti de là, mais pas de la façon dont on s'y attendrait. Il ne m'a pas proposé de thérapie, il ne m'a pas encouragé avec de grandes phrases sur la vie qui continue. Un samedi matin, il est arrivé chez moi avec son fils de 9 ans, mon petit-fils Théo, et il lui avait dit de me demander comment fonctionnait un moteur à vapeur. Théo ne savait pas vraiment pourquoi il me posait cette question. Il l'avait posée parce que son père lui avait dit de la poser, avec cette obéissance mélangée de curiosité légèrement performative qu'ont les enfants de cet âge. Mais moi, en entendant cette question, j'ai senti quelque chose se rallumer. J'ai passé 2 heures avec Théo à lui expliquer Watt, Stephenson, la locomotive à vapeur, la pression dans les cylindres, pourquoi on avait besoin de vapeur et pas d'un autre fluide. Il m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas les réponses et j'ai dû aller chercher dans mes livres, et dans ces 2 heures-là, Suzanne n'est pas revenue,
Je ne veux pas idéaliser ce souvenir, mais l'absence s'est faite un peu moins lourde. Depuis ce jour, j'ai adopté une habitude que j'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. Chaque semaine, je choisis un sujet que je ne connais pas et je lui consacre au moins 2 heures. Ça a été l'histoire de la porcelaine de Limoges, le fonctionnement des satellites de navigation, la biographie de Marguerite Yourcenar, les techniques de tissage japonais, l'histoire des phares de la côte atlantique. Les sujets n'ont aucune cohérence entre eux. C'est précisément ce qui me plaît. Je ne cherche pas à construire un savoir systématique, je cherche juste à entretenir cette capacité d'étonnement qui, je le crois sincèrement maintenant, est l'une des choses les plus importantes pour rester vivant, vraiment vivant, jusqu'à la fin. Le docteur Ferrara, lors d'une consultation de suivi quelques semaines après mon hospitalisation, m'a demandé si j'avais un régime alimentaire particulier. Je lui ai dit que non, que j'avais toujours mangé de façon assez simple, beaucoup de légumes parce que j'ai un petit jardin et que j'y cultive des choses depuis 40 ans, peu de viande rouge, pas beaucoup d'alcool. Il m'a demandé si j'avais eu des périodes de stress intense dans ma vie professionnelle, et là, j'ai dû réfléchir honnêtement. Oui, il y en avait eu. Des chantiers qui avaient mal tourné, des responsabilités lourdes, des équipes à gérer dans des conditions difficiles. Mais il y avait quelque chose dans ma relation au travail qui n'était peut-être pas commune et que j'ai du mal à nommer précisément. Je n'ai jamais eu d'ambition au sens où on l'entend habituellement. Je veux dire que je n'ai jamais eu de poste à atteindre, de titre à conquérir, d'adversaire à dépasser. Ce qui m'intéressait dans le travail, c'était le problème à résoudre, pas la reconnaissance qui en découlerait. Quand on construisait un pont, ce qui me tenait éveillé la nuit, ce n'était pas de savoir si ça serait moi qui couperais le ruban lors de l'inauguration, c'était la question de savoir si les calculs sur les charges dynamiques prenaient correctement en compte les variations de température saisonnières. Cette façon d'être dans son travail, je crois qu'elle protège d'un certain type de stress, le stress de l'ego, celui qui épuise profondément, parce qu'il ne se résout jamais vraiment, parce qu'il se nourrit du regard des autres et qu'on ne peut jamais contrôler ce regard. Je ne dis pas que j'étais sans ambition. J'avais une ambition technique, une exigence de qualité très haute sur ce que je produisais. Mais cette ambition-là se satisfaisait dans l'acte même du travail, pas dans ce qui venait après. Et je crois que cette différence-là, entre vouloir bien faire et vouloir être reconnu pour ce qu'on fait, est une différence qui s'imprime dans le corps sur le long terme. Isabelle m'a demandé, le soir de mon hospitalisation, si j'avais peur. Je lui ai répondu que oui, bien sûr, mais que la peur n'était pas la chose principale que j'avais ressentie dans l'ambulance. Elle m'a demandé ce que c'était alors. Et j'ai cherché les mots pendant un moment, parce que c'est une question à laquelle on ne répond pas tout de suite. Ce que j'avais surtout ressenti, c'était de la gratitude. Pas une gratitude abstraite et religieuse, pas une gratitude performative destinée à impressionner quiconque, mais une gratitude très précise et très concrète envers chacune des minutes de ma vie. Envers les matins où je m'étais levé tôt pour voir le soleil sur le jardin. Envers les dîners du dimanche où la table était trop petite pour tout le monde et où il fallait ajouter la rallonge. Envers les disputes avec Suzanne sur des choses sans importance et les réconciliations qui suivaient toujours. Envers les projets que j'avais commencés et jamais terminés et ceux que j'avais terminés contre toute attente. Envers les 88 années de ce corps qui avait marché, digéré, dormi, aimé, travaillé, souffert et recommencé. Je suis resté 2 jours à l'hôpital. Le problème cardiaque s'est avéré être une arythmie bénigne, facilement régulée par un traitement léger. Je suis rentré chez moi un jeudi matin. Les feuilles mortes étaient toujours contre le muret du fond.
J'ai mis mon manteau et je suis allé les ramasser moi-même. Pas pour prouver quelque chose, mais parce que j'en avais envie, parce que le froid de novembre contre mes joues ce matin-là était une sensation que j'avais envie de ressentir complètement. Le week-end suivant, Thomas est venu quand même, avec Théo, qui a maintenant 11 ans et qui m'a demandé comment fonctionnait un moteur électrique. Nous avons passé l'après-midi à en parler, à dessiner des schémas sur du papier, à regarder des vidéos sur la tablette qu'il avait apportée. À un moment, il m'a regardé avec ses yeux de 11 ans, où on voit encore toute la confiance du monde, et il m'a dit « Papy, est-ce que tu sais vraiment tout ?» J'ai ri, et c'était un rire vrai qui venait du ventre, et j'ai pensé que Suzanne aurait adoré entendre ça. Ce que les médecins m'ont appris à l'hôpital, ce n'est pas que j'avais suivi les bons régimes ou respecté les bons protocoles. Ce qu'ils m'ont appris sans le savoir, c'est que la vie qu'on mène tous les jours, ces petites décisions qui paraissent insignifiantes sur le moment, la promenade du matin, le pain qu'on fait soi-même, l'histoire qu'on choisit d'apprendre cette semaine, la façon dont on écoute un enfant qui pose des questions, tout ça s'accumule quelque part dans le corps. Tout ça se grave dans les artères, dans les valves, dans les parois du cœur. Je n'ai pas de recette à vous donner. Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas avoir trouvé la formule de la longévité. Mais si vous me demandez ce que je ferais différemment si je pouvais recommencer, honnêtement, je crois que je ne changerais pas grand-chose. Non pas parce que j'ai été parfait, loin de là, mais parce que les choses qui ont compté, les vraies, celles qui ont construit le cœur qu'on m'a décrit ce matin-là à l'hôpital, elles n'étaient pas dans les grandes décisions. Elles étaient dans les petites. Elles étaient dans la façon d'être attentif, curieux, présent à ce qui se passe, sans attendre que ça soit extraordinaire pour mériter d'être vécu. Ça fait 2 ans maintenant que je pense à cette journée. Et ce qui me frappe encore, ce n'est pas que mon cœur soit jeune, c'est que pendant toutes ces années à vivre simplement, à marcher, à m'intéresser aux choses, à aimer les gens que j'aimais de la façon la plus ordinaire qui soit, je construisais quelque chose sans le savoir. Et le fait de ne pas le savoir, je crois que c'est précisément ce qui rendait la construction solide. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, un parent âgé, un grand-parent, quelqu'un qui vit peut-être seul et qui semble passer ses journées dans une routine que vous trouvez trop calme, trop petite, trop répétitive, regardez-le différemment. Cette routine, cette promenade qu'il fait chaque matin, ce jardin qu'il entretient, cette histoire qu'il raconte pour la 10e fois, c'est peut-être ça, son cœur de 55 ans. Ce n'est pas la performance, c'est la continuité. C'est la fidélité à ce qui compte. Ce matin, avant d'enregistrer ceci, je suis allé dans mon jardin. Les premières fleurs du printemps commencent à pointer. Je les ai regardées un moment, les mains dans les poches, et j'ai pensé que dans quelques semaines, il faudra semer les haricots. C'est une pensée très simple, mais c'est aussi une pensée qui dit quelque chose d'important. Je compte être là pour les semer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose ou quelqu'un, je serais heureux que vous lui donniez un pouce en l'air. Ça m'aide vraiment à continuer à raconter ces moments. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, peut-être que c'est le moment parce que nous avons d'autres histoires à partager ensemble. Des histoires de gens ordinaires qui ont vécu des choses qui méritent d'être entendues. Il y a d'ailleurs une autre vidéo sur cette chaîne que je vous recommande vraiment, une histoire sur ce qu'on apprend de la solitude après 70 ans, qui rejoint ce que je vous ai raconté aujourd'hui d'une façon que je crois vous touchera. Prenez soin de vous. Et marchez un peu si vous en avez l'occasion.